Nous sommes maintenant en novembre 1961. Marie Bénard a repris ses habitudes dans sa petite maison de Loudun. Elle a ignoré celles et ceux qui sifflaient sur son passage. Bref, elle a vécu dans l'attente de ce nouveau procès. Mais le moment est maintenant venu de se retrouver, encore une fois, devant ses juges. Pendant ces 7 ans, les scientifiques n'ont pas chômé. D'un côté, les savants qui travaillent pour la défense mettent en évidence que de l'arsenic, il y en a partout dans cette affaire. Dans le cimetière, dans les ornements en zinc qui décorent les tombes, dans les cercueils eux-mêmes, puisque les menuisiers affirment y mettre du plâtre, dans le ciment des caveaux, et même, nous l'avons dit, dans l'insecticide utilisé par le gardien pour protéger ses cultures. De plus, le terrain du cimetière est en pente, ce qui peut favoriser le ruissellement de l'eau et l'imprégnation de l'arsenic dans les tombes. Ça, c'est la thèse de la défense. Les experts judiciaires, eux non plus, n'ont pas chômé. Pour commencer, plusieurs cadavres témoins ont été exhumés afin d'être autopsiés. Dans tous les cas, les taux d'arsenic sont très inférieurs à ceux détectés dans l'affaire Marie Bénard. Ensuite, les nouveaux experts valident pour l'essentiel les résultats obtenus par leurs prédécesseurs. Oui, la méthode de Marche-Écribier donne des résultats corrects. Oui, certains restes cadavériques ont été en contact avec de l'arsenic exogène, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. On y trouve cependant quand même de fortes doses d'arsenic. Non, l'imprégnation d'un cadavre par de l'arsenic après le décès n'est pas possible, ou alors avec des doses minimes, incompatibles avec celles trouvées dans les victimes supposées de Marie Bénard. À propos, les progrès de la science permettent d'accuser à nouveau Marie Bénard de 12 empoisonnements, contre 6 lors du procès précédent de 1954, puisqu'il n'en faut évidemment, dans tous les cas, pour mériter la guillotine, même si plus grand monde n'y croit vraiment. Bref, pour les experts, il ne fait aucun doute que toutes ces personnes ont été empoisonnées avant leur décès. C'est dans ces circonstances que s'ouvre le 3e procès en assises. Ce nouveau procès est présidé par le conseiller Marcel Nussy-Saint-Saëns. Ce magistrat veut un procès exemplaire. Tout au long des audiences, il va mener les débats avec calme et respect. Il commence par déclarer que ce procès est celui des expertises, et même celui de la procédure criminelle. Mais il veut aussi que cette affaire se termine enfin, et que la cour d'assises arrive enfin à rendre une décision de justice, qu'il s'agisse d'une condamnation ou d'un acquittement, peu importe. Il faut que la justice soit enfin rendue. De son côté, l'avocat général de Robert est bien décidé à obtenir une peine sévère, même s'il lui aussi doute d'arriver à l'obtenir. Pour le reste, on a l'impression d'assister à la reprise d'une pièce de théâtre qu'on a déjà vue 2 fois. Pour la 3e fois, Marie Bénard entend la lecture de l'acte d'accusation. Pour la 3e fois, sur interrogation du président, elle nie avoir empoisonné ses chers défunts. Pour la 3e fois, le long défilé des témoins commence. Ah, il en manque un, le pittoresque Auguste Massib, décédé l'an dernier. Il ne manque à personne, celui-là, surtout pas à la manifestation de la vérité. Mais, comme lors des 2 premiers procès, ce sont les experts qui vont occuper le devant de la scène. Les experts, mais aussi les scientifiques cités comme témoins par la défense. Les experts, tout d'abord. Pour l'essentiel, ils résument le contenu de leur rapport qui est épais de plus de 300 pages. Rapport que les avocats de la défense vont évidemment essayer de démolir à l'audience. Il faut dire que, malgré leurs efforts, les experts n'ont évidemment travaillé que sur des restes. Déjà, lors d'une première exhumation et d'une première expertise, le travail est difficile.
Alors, lors d'une seconde effectuée plusieurs années après les faits, on imagine combien la tâche est ardue, sinon impossible. Je vous passe les auditions des premiers experts. Ça ressemble trop à tout ce qui s'est déjà passé dans la même salle d'audience lors du second procès, voici plus de 6 ans. En fait, les propos des professeurs Lemoine, Truot, Cohn-à-Brest, Le Peintre et les autres, eh bien, ces propos ne sont écoutés qu'avec une indifférence patiente. Ou plutôt non, avec une indifférence impatiente qu'on les écoute. Parce que celui que tout le monde attend, c'est le professeur Griffon. Mais si, rappelez-vous, c'est lui qui, lors du second procès, a utilisé la pile Zoé du professeur Joliot-Curie. C'est lui qui a déterminé qu'il y avait de l'arsenic dans les cheveux de Léon Bénard. C'est lui qui a pu dater approximativement la date de l'empoisonnement. C'est également lui que la défense va s'employer à discréditer aux yeux des magistrats et des jurés. L'audition du professeur Griffon a commencé hier soir, mais il était déjà fort tard. Et après quelques échanges peu amènes avec les avocats, le président du 6-500 a levé la séance. Auparavant, Maître Goutrat a obtenu ce qu'il demandait depuis longtemps, les fiches du laboratoire du professeur Griffon. Et avec ses collaborateurs, il passe la nuit à les examiner. Et dès le lendemain matin, au début de l'audience, il passe à l'attaque. « Monsieur le professeur, comment se fait-il que sur la fiche de laboratoire, vous notez avoir trouvé 1 milligramme d'arsenic au kilo, alors que dans votre rapport final, vous faites état de 12 milligrammes. Gêné, le professeur Griffon répond qu'il doit s'agir d'une faute de dactylographie. Et comment se fait-il alors que sur cette autre fiche, il y a des ratures et des grattages sur les chiffres? Le président du 6-500 constate lui-même des incohérences entre les fiches de laboratoire et le rapport final de l'expert. Le professeur Griffon explique laborieusement qu'il s'agit sans doute d'une erreur de sa laborantine, mais ça ne convainc vraiment personne. Tout le monde dans la salle commence à douter du sérieux de l'expertise et de celui de son auteur, mais c'est le président qui a le dernier mot. Je suis obligé de constater qu'après une dizaine d'années de procédure, on en arrive à trébucher encore sur des erreurs de typographie. Quelques jours plus tard, l'avocat général déclare « Je ne présenterai pas mes réquisitions sur le problème scientifique. J'ai un doute. Je présenterai uniquement mes réquisitions sur l'aspect psychologique. Il y a dans ce dossier des faits accablants. » Mais, en fait, plus personne n'est vraiment dupe. Surtout pas la presse, qui titre dès le lendemain « L'accusation abandonne le dossier scientifique ». Pour l'opinion publique, celle qui était qualifiée d'empoisonneuse de Loudun il y a encore quelques années est maintenant devenue la bonne dame de Loudun. Mais tout n'est pas encore joué. Un coup de théâtre peut encore intervenir au dernier moment, retournant les jurés et les magistrats. Le procès touche maintenant à son terme. Le 6 décembre, c'est à maître Paul de Caunes, l'avocat des parties civiles, qu'il revient de plaider en premier. Pendant plus de 4 heures, il cherche à convaincre les juges et les jurés que Marie Bénard a bien empoisonné toute sa famille. Mais, malgré tout son talent, tout le monde voit bien qu'il ne convainc pas. La parole est à monsieur le procureur général pour son réquisitoire, déclare le président du 6-500. Messieurs les jurés, commence le procureur général, nous voici arrivés au moment de prendre les uns et les autres nos responsabilités dans cette affaire, aussi exceptionnelle par la gravité que par les difficultés auxquelles elle a donné lieu et les problèmes qu'elle a posés. Tout au long de ces 90 minutes de réquisition, le magistrat va traduire une certaine perplexité sous son apparente fermeté. C'est sans doute pourquoi, au lieu de requérir une peine précise, comme il est d'usage en assises, il termine en s'en remettant à la sagesse de la Cour pour décider elle-même de la sanction qu'elle juge utile. Murmure dans la salle, sourire sur le visage des avocats de la défense. Arrive maintenant le temps des plaidoiries de la défense. Les plaidoiries, puisque les avocats de Marie Bénard sont 4.
Naturellement, ils vont plaider plus longtemps que la partie civile. Mais lorsque maître de cause leur en fait la remarque, on lui répond que lui n'a qu'un seul cadavre, alors que la défense en a 11. Malgré la tension palpable, tout le monde esquisse un sourire dans la salle. Les défenseurs se sont répartis les rôles. Ayot commencera. Il plaidera la partie scientifique du dossier, lui qui la connaît si bien, pour avoir passé de longues heures dans les laboratoires pour refaire encore et encore les expériences scientifiques effectuées par les experts. Pendant ces 3 heures de plaidoirie, il entreprend donc de démonter point à point l'ensemble de l'expertise scientifique effectuée dans cette affaire. Le lendemain, c'est au tour de Jacqueline Favreau-Colombier de prendre la parole. Elle a en charge la partie psychologique du dossier. Elle rappelle combien l'accusation portée par Louise Pintou est fragile, comme l'est l'équilibre mental de cette femme avec laquelle Léon Besnard a probablement trompé Marie. Et l'avocate termine par ces mots. Monsieur le procureur général de Robert vous a dit qu'il avait un doute. Et il ajouta « vous ferez comme vous voudrez ». Alors, quand au moment de porter le fer, l'accusateur défaille et que le fer qu'il brandissait retombe et qu'il vous dit « frappez si vous voulez, moi je ne peux pas », vous, les 9 jurés, vous sentez-vous le courage d'achever son geste? L'après-midi, c'est au tour d'Henri Ducluseau de plaider. En tant que régional de l'Étape, il est avocat à Poitiers, il lui revient d'évoquer les circonstances dans lesquelles cette affaire est née. Une toute petite ville de province, à la fin de la guerre, les rancœurs, les jalousies. Puis il entreprend de démontrer que les causes de mort naturelle, d'abord privilégiées par les médecins de famille, sont bien plus plausibles que d'éventuels empoisonnements. Une crise du Rémy pour Léon Besnard, un arrêt cardiaque pour Blanche Rivet, une congestion cérébrale pour Louise Davaillon. Enfin, le lendemain, Maître Gautrat termine les plaidoiries. Il commence par souligner les erreurs des experts, les erreurs qui en viennent à provoquer l'erreur judiciaire majeure qu'est le procès fait à Marie Besnard. En parallèle, il souligne le sérieux avec lequel ont travaillé les scientifiques qu'il a fait citer comme témoins. La rigueur avec laquelle ils ont contrôlé le travail des experts pour démontrer que ceux-ci se sont trompés. Avant même la fin de la plaidoirie, plus grand monde ne doute que ce sera un acquittement. Le président donne une dernière fois la parole à l'accusé, comme le prévoit le Code de procédure pénale. Marie Besnard se lève et, de sa petite voix fluette, elle déclare « Si je suis ici, c'est que je suis innocente. Sinon le remords m'aurait tuée. J'ai toujours été soutenue par mes chers défunts et par ma chère maman. » Les 9 jurés et les 3 magistrats professionnels se retirent. Ils vont devoir mettre en application l'article 353 du Code de procédure pénale que le président du 6-500 vient de leur lire. La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Après plus de 2 heures de délibéré, la sonnette résonne. Mais ce n'est qu'une fausse alerte. Elle n'annonce que la fin du délibéré lui-même. Il va encore falloir attendre 1h30, le temps que les 3 magistrats rédigent l'arrêt de la cour d'assises. Enfin, à 18h30, une nouvelle sonnerie annonce la reprise de l'audience. Le public et les journalistes qui étaient sortis dans les couloirs se pressent à nouveau dans la salle. Personne ne veut évidemment rater le dénouement de ce drame qui a tenu tout le monde en haleine depuis si longtemps. Après avoir réclamé le silence, le président du 6-500 rouvre une dernière fois les débats pour donner lecture de la décision de la Cour.
À la question « Marie d'Availlot, veuve Bénard, a-t-elle volontairement attenté à la vie de Labrèche Marie, veuve Lecomte, par l'effet d'une substance qui pourrait donner la mort plus ou moins promptement ?» Il a été répondu non. 12 fois la même question, une par défunt. Et à chaque fois, le jury a répondu non, non, non. Marie Bénard est acquittée. 12 ans, 7 mois et 7 jours après l'ouverture de l'information judiciaire, Marie Bénard est enfin acquittée. Dans la salle d'audience, l'émotion est intense parce que c'est très émouvant un acquittement. C'est presque aussi émouvant qu'une condamnation à mort. Naturellement, la presse française et internationale fait immédiatement ses gros titres sur cet acquittement spectaculaire et dans les jours qui suivent, la France ne parle plus que de ça. Quant à Marie Bénard, une fois libre, elle retourne à Loudun pour y vivre le reste de sa vie. En 1962 paraît son autobiographie intitulée « Mes mémoires ». Pour elle, l'affaire est finie. Enfin. Mais pour la justice et pour la science, l'affaire continue. En effet, cette affaire est d'abord un gigantesque échec, et même un double échec. Ni le droit, ni la science n'y trouvent en effet leur compte. Échec de la science, tout d'abord, et plus précisément de la médecine légale et de la police scientifique. Les expertises ont été menées à la légère, des scellés ont été perdus. Ce n'est que progressivement que des progrès vont être accomplis dans ce domaine. Par exemple, aujourd'hui, la méthode de Marche-Écrivier est abandonnée au profit de techniques plus sûres, comme la spectrométrie de masse. Des bonnes pratiques en matière d'analyse toxicologique ont été mises en place. Échec du droit ensuite, et plus précisément échec de la procédure pénale. Nous l'avons vu, le juge d'instruction Pierre Roger a scrupuleusement appliqué le code d'instruction criminelle qui lui permettait de refuser les contre-expertises. Et nous en avons vu les résultats. L'affaire Marie Bénard a tellement remué l'opinion publique que le législateur n'a pas attendu la fin de cette affaire pour intervenir. En effet, dès 1958, le vieux code d'instruction criminelle, qui datait du Premier Empire, est remplacé par un tout nouveau code de procédure pénale, un code moderne et adapté à l'évolution de la société et de la technique. Ce code modifie profondément les règles de l'expertise. Il a renforcé le caractère contradictoire de la procédure, notamment au stade de l'instruction. C'est-à-dire que les parties peuvent maintenant apporter des preuves et des arguments et les discuter. Ce code de procédure pénale, il est encore en vigueur aujourd'hui. S'il avait existé à l'époque des faits, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'affaire Marie Bénard, ou en tout cas, qu'elle n'aurait pas ressemblé à ça. Son secret, Marie Bénard ne l'a pas emporté dans la tombe. En effet, elle a préféré donner son corps à la science, cette science qui avait pourtant été incapable de définir la vérité judiciaire dans cette affaire. Elle ne repose donc pas ici aux côtés de ses chers défunts, comme elle disait. Nous ne saurons probablement jamais s'il y a eu empoisonnement dans cette affaire ou pas, mais la seule chose dont nous sommes sûrs qu'elle ait été empoisonnée dans l'affaire Marie Bénard, c'est la justice.